Bonsoir à tous, bienvenue pour cette rentrée du bistrot d'Allé-le-Losc, la saison 3, l'épisode numéro 1, le retour du bistrot en même temps que le retour du LOSC en Ligue 1. Alors, vous connaissez le principe de cette émission, je vous le rappelle. C'est une émission sur l'actualité du LOSC réalisée par des supporters et notamment les Dogs du Net et du site Allez le LOSC pour les supporters du LOSC. Un rendez-vous en direct sur notre podcast diffusé sur la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC et sur le groupe Allez le LOSC en direct et qui sera diffusé à partir de demain sur notre page YouTube. Alors, au sommaire cette semaine, nous allons faire un point, un bilan de l'intersaison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du championnat? De nombreuses choses, à la fois sur le plan financier, sur le plan de gouvernance, sur le plan mercato, sur le plan entraîneur. Et dans un deuxième temps, nous reviendrons sur le premier match, LOSC Auxerre, un départ en fanfare avant le rendez-vous de vendredi prochain à Nantes. Pour aborder ce sujet, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de piliers aujourd'hui, hein, ce sont les vacances. Donc, c'est une équipe restreinte, mais de qualité qui est présente. Alors, vous avez donc sur l'écran le plus jeune d'entre nous, Monsieur Big Data, Baptiste de la page Breaking Dogs. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Heureux de refaire une nouvelle saison parmi vous. Bienvenue. Nous avons également Christophe D, mais qui sera Christophe tout court ce soir dans son palais japonais qui est de retour parmi nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et nous avons un invité que vous connaissez. Alors peut-être pas visuellement, mais en tout cas vous le lisez beaucoup sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Hein. Et c'est notre ami Yann Fossurier de France 3 qui vient nous faire un petit coucou. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je t'en prie, on est ravis de t'avoir, surtout que les échanges sont toujours très intéressants quand tu es présent. Alors, ils le sont aussi quand tu n'es pas là, hein, mais particulièrement quand tu es. Je sais que tu as beaucoup animé. Alors, tu nous as un peu délaissé pendant ces vacances. Hein, tu t'es un peu occupé de notre ami Gérard Lopez à Bordeaux. Tu as suivi l'actualité. Voilà. C'est vrai que l'actualité était plutôt là-bas qu'au LOSC, mais on fera un petit clin d'œil, mais on abordera surtout l'actualité lilloise avec toi. Vous savez que vous pouvez réagir en direct sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, vous allez sur la page Facebook du Bistrot d'Allé-le-Losc et vous pouvez donc réagir en direct. Nous relèverons les principales questions. Il y a déjà des réactions. Donc, il y aura. Oui, on est un petit peu en retard. Hein. Je suis désolé pour Jean-Michel. Et puis, on a également Hugo qui nous dit merci pour la place qu'on a fait gagner donc, la semaine dernière. On a fait gagner une place pour l'île Auxerre avec notre page YouTube. Donc, réagissez. On reprendra les meilleurs commentaires d'entre vous pour alimenter finalement nos échanges. Première partie de cette émission, le bilan de l'intersaison. Alors, on va commencer peut-être par un point financier. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Yann. Il y a un élément qui est important pendant cet été, c'est qu'on a eu la publication des comptes du LOSC. C'était la première fois, je crois, depuis 3 ans, depuis l'arrivée de quelqu'un que je nommerai pas, hein, c'est pas Voldemort, hein, mais en tout cas, c'était une nouveauté pour le club. Pas vraiment de surprise. Comment on peut analyser ces déficits qui sont annoncés? Alors, pour préciser hein, que les comptes qui ont été publiés, c'est ceux de la saison du titre, hein, c'est-à-dire 2020-2021. 2020-2021, qui sont peut-être pas forcément. Alors déjà, effectivement, c'est très bien que le LOSC republie ses comptes, hein, parce que ça n'a pas été le cas pendant toute la présidence de Gérard Lopez. Après, c'est les comptes un petit peu particuliers parce qu'on était en pleine période Covid, c'est-à-dire avec des rentrées financières qui n'ont pas eu lieu, notamment de billetterie, et ça impacte forcément l'exercice, quoi. Alors, ce qu'on voyait, hein, c'était pas une surprise que les temps, et puis on avait la petite synthèse de la DNCG, les temps avaient déjà communiqué dessus, et la synthèse de la DNCG l'avait montré. Bon, il y a un endettement effectivement massif. On était à 85 millions donc au 30 juin 2021 de dettes financières.
et à plus de 200 millions de dettes cumulées. Hein. Quand je dis dettes cumulées, je vérifie mes chiffres, hein, parce que je ne les ai pas toujours en tête. Donc 256,7 millions de dettes cumulées. Cette dette, elle inclut à la fois les dettes sur transfert, qui ont augmenté un peu dans tous les clubs, hein, parce qu'avec le Covid, on a un petit peu freiné, on a essayé de préserver la trésorerie, les dettes fournisseurs, sociales, fiscales, etc. Donc tout ça est englobé, et 256 millions, c'est quand même beaucoup, même à l'échelle de la Ligue 1. Alors effectivement, ce qui serait intéressant maintenant, c'est d'avoir les comptes au 30 juin 2022. Je ne sais pas s'ils ont été encore, ils ont sans doute été arrêtés, hein, parce qu'il y a au moins des comptes provisoires qui sont sortis pour être présentés à la DNCG, mais ils ne sont pas encore définitifs et validés en conseil d'administration, c'est plutôt à l'automne. Donc on les connaîtra au mieux peut-être en fin d'année. Sinon, il faudra peut-être attendre avril et la publication du rapport de la DNCG pour les connaître. Et là, a priori, ça devrait aller, parce qu'on annonce quand même un résultat assez nettement bénéficiaire, un bénéfice record, grâce à la Ligue des Champions, puis il y a eu quelques belles ventes également. Donc le LOSC quand même recueille les fruits un peu de ces très bonnes prestations sportives sur ces dernières saisons, quoi. Alors de là, est-ce que l'endettement a été réduit? Il y a un élément qui ne figure pas dans les comptes. Alors par contre, là, on n'a pas les comptes on n'a que les comptes de la SA, hein, c'est-à-dire le club en lui-même. Ouais. On n'a pas les comptes de la structure qui se retrouve juste au-dessus, qui s'appelle L Holding, qui est la première en fait des holdings. Vous savez, c'est un jeu de poupées russe. Et cette holding, elle a été recapitalisée à plus de 190 millions. Hein. Je pense que c'est un abandon de créances. C'est peut-être aussi cette holding qui a reçu le fameux apport de 40 millions Et pour boucler voilà. le Alors, financement j'ai l'année pas dernière. encore réussi, moi, j'ai pas forcément les infos là-dessus. Je sais pas si c'est encore un apport capitalistique au niveau de la holding, ou si c'est, en tout cas, dans les comptes du LOSC de 2021, ça n'apparaît pas en fonds propres. Hein. Donc, est-ce que c'est un prêt de la holding? Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. On sait que globalement, le schéma financier, avec le départ de Lopez, il n'a pas foncièrement changé. On reste quand même sur une structure, une grosse holding qui emprunte à Elliott, toujours. On a découvert ça aussi récemment. Elliott reste le principal créancier du LOSC. Et au lieu de prêter à Lopez, il prête à Merlin, donc via sa holding qui est au Luxembourg également, qui s'appelle Callisto Sporting. Voilà. Donc, ces 40 millions, je ne sais pas encore, hein, on aura peut-être des éléments un peu plus concrets dans les prochains comptes, ou si les comptes de cette holding et L Holding sont publiés. Donc ça va être intéressant de voir là, en fin de saison prochaine, si les choses se sont un petit peu normalisées, si le club se désendette. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on va pour 2022 sur un bénéfice record. Voilà, parce que sur 2022, il y a des recettes exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si les primes du titre sont dans le bilan 2021 ou 2022, mais en tout cas, en 2022, il y aura les primes de la Ligue des Champions. C'est près de 65 millions, si Ça, je ne dis oui, pas de bêtises. ouais, enfin, c'est pas les primes, enfin, c'est tout, c'est le droit télé, c'est tout ce que C'est ça ça. rapporte en fait, hein, y compris enfin voilà, il y a eu de la billetterie, donc ça fait des matchs un peu, des affiches prestige en plus. Donc c'est vrai que de toute façon, c'est le jackpot aujourd'hui. Vraiment, c'est peut-être plus important encore. Bon, il y a eu des belles ventes de joueurs, mais c'est quand même un parcours en Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup. Après, sur les droits domestiques, c'est-à-dire Ligue 1, on est sur c'est pas forcément le titre qui va amener tout de suite beaucoup d'argent, parce que c'est calculé sur les performances sur 5 ans. Donc ça apporte beaucoup sur la durée, on va dire, et ça permet, par exemple, là, le LOSC ayant fait une moins bonne saison la saison dernière, en étant 9e, la perte en droit télé ne va pas forcément être énorme derrière. Hein. Ça, Ça va c'est être lissé en fait avec les résultats des années précédentes. Il Voilà. n'y a pas une sanction coup près. Il y a Non, par également, contre, si le LOSC refait encore bien sûr, 9e, hein, c'était ça cette saison? 10e. Ah, 10e, ouais. Si tu termines à ces positions-là, forcément, une saison, 2 saisons, 3 saisons, les droits télé vont baisser. Et en plus, là, il n'y aura pas de Ligue des Champions ni de compétition européenne pour compenser. Il y aura peut-être la CVC, la prime CVC qui est aussi étalée sur les prochaines années. Je ne sais pas Oui, bah à ça, c'est partir de le quand ça jackpot un démarre. peu pour tout. Normalement, c'est censé être versé. Là, Ça je n'ai pas commence, forcément plus ça commence d'infos à ce normalement sujet. l'année prochaine, d'après ce que j'ai compris. Moi, Bah là, c'est censé tomber. Là, c'est intégré dans les budgets des clubs pour cette saison, quoi. D'accord, pour cette saison, dès cette Mm. saison. Alors, les avis supporters, on a beaucoup parlé de chiffres. Alors, Christophe,
ça te donne le vertige. Comment tu analyses ces chiffres impressionnants en sachant que dans un contexte où quand Olivier Létang est arrivé, il parlait d'un possible dépôt de bilan, alors que là, maintenant, alors je raisonne simplement, hein, mais quand on regarde le mercato, on voit on vend des joueurs, certes, mais on continue à acheter des joueurs à des prix assez importants. Alors, on n'a pas l'impression que le club est fortement pénalisé par sa situation financière. Comment tu vis ça, toi, de l'extérieur? Déjà, moi, ce que j'ai vu dans les journaux cet été, j'ai vu que le LOSC était huitième ou neuvième club le plus endetté en Europe. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, cette information, mais moi, ça m'a foutu un peu le vertige parce que je me suis dit, bon, au classement FIFA, UEFA plutôt, on n'est pas neuvième ni huitième, mais par contre, en endettement, on est meilleur. Donc je trouve que, enfin, ça traduit en fait le fait qu'on est, On ne peut pas être mauvais partout. ouais, ça traduit le fait qu'on a vécu au-dessus de nos moyens pendant un bout de temps, je pense. Donc, et on a fait du trading à très haute dose. Et je pense qu'on a fait du trading à très haute dose avec des années Covid derrière. Donc, forcément, ça n'a pas aidé le modèle. Mais c'était de façon très dangereux. C'était très dangereux. On était au casino, donc on peut gagner, on peut perdre. En fait, j'ai retenu aussi ce qu'avait dit Létang quand il est arrivé. Il avait dit on va résoudre la situation, mais pas sur un an, on va résoudre sur 5 ans, je crois qu'il avait dit. Je pense que ça rentre dans cette. Ça explique un peu pourquoi on fait encore des achats et des ventes, parce que je pense que le but, c'est de rester un club compétitif qui finit dans les 5 premiers. Enfin, tu vas dire dans les 5 premiers, idéalement, hein, et qui retrouve l'Europe. Et ça, on ne peut pas le faire sans avoir un peu d'investissement. Donc, il faut ménager un peu les deux. Donc, non, moi, franchement, je suis un peu plus confiant cette année avec les rentrées qu'on a eues l'année passée. Je veux dire merci à Gourvenec quand même pour la Ligue des Champions. Et, euh, et donc voilà, donc je suis un peu plus confiant avec ces rentrées-là en me disant, on a fait deux grosses ventes quand même, Botman et Onana. Alors Onana, c'est quand même c'est le genre Divock Origi, quoi. C'est le joueur qu'on a vu jouer à peine 6 mois, il est déjà parti. C'est un peu dommage, mais bon, pour le bien du club, c'est peut-être pas plus mal. Donc, non, je suis moyennement, je suis quand même confiant, je suis moyennement confiant, mais je suis de plus en plus confiant parce que je trouve que ça a de la consistance, ce qui est fait, et que, a priori, sur le long terme et avec ce qui est fait à la formation, c'est un projet qui commence à prendre forme. Baptiste, tu es du même avis? Qu'en penses-tu, toi, de l'extérieur de cette situation financière? Ouais, j'ai du mal à me rendre compte. Après, ouais, j'ai rejoint Christophe peut-être sur le projet, sur le fait que ouais, on commence à avoir un réel projet et un projet aussi intéressant au niveau du LOSC, qui est voilà, un projet de formation qu'on avait eu auparavant et pas un système voilà, de trading, bah, on met l'argent, on ne sait pas s'il y aura un retour entre guillemets sur investissement. Que là, cette politique de formation, on sait très bien où on va. Alors, certes, c'est pas aussi beau que le trading quand ça marche, mais c'est vrai que voilà, on est sur une qualité sûre et au LOS actuellement, on ne peut que être sur de la qualité qui est certaine. Yann, on parle de projets, de trading. En ce moment, il y a beaucoup de bouleversements dans un club dans le sud-ouest de la France qui est présidé par quelqu'un qu'on connaît bien. Est-ce que ce qui arrive à Bordeaux en ce moment, c'est pas ce qui aurait pu arriver au LOSC si un jour, au mois de mai, Yves Bissouma n'avait pas marqué un coup franc des 40 mètres, hein? Ouais, c'est ça. Je fais un peu comme les politiques, hein. Je voudrais revenir sur un autre point tout à l'heure. Votre question est très bonne, François, mais revenons. J'y Euh, répondrai pas, pas tout de alors, suite. ce que tu disais tout à l'heure sur l'apport de 40 millions et le fait qu'on ait dit Oui. que le LOSC était en difficulté, je pense qu'on était plus dans un problème de trésorerie en fait, hein, au moment où Lopez a été débarqué. Enfin, en tout cas, les temps l'a présenté comme ça. Et alors là, on a un chiffre dans les fameux comptes 2020-2021 on voit qu'il y a 36 millions tout le 30 juin en disponibilité. Alors après, on ne sait pas si c'était. On se dit, ah ouais, 36 millions, ça va, c'était large. Finalement, j'ai vu que les réactions, c'était de dire, oh, bah, finalement, il manquait peut-être 8 millions. Non, enfin, on sait que l'état de la trésorerie, le 30 juin, il n'est pas le même qu'en janvier, etc. Donc c'est ça, c'est sur cet élément-là que c'était un petit peu apparemment tendu. Et c'est toujours un élément central, hein, y compris dans les dossiers des NCG, etc. C'est le plan de trésorerie, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent, suffisamment d'entrée
et un équilibre entre les décaissements et les encaissements. Enfin, je sais pas à toi que je vais apprendre ça. Oui, non, Et pour qu'un club s'en sorte, quoi, hein. S'il y a une rupture à ce niveau-là, et donc on va rebondir sur la question des Girondins. Effectivement, ce qu'on voit actuellement à Bordeaux, c'est un peu le scénario cauchemar qu'aurait pu arriver à Lille. Avec quelles conséquences, c'est difficile de savoir, parce que le niveau de dette, d'endettement à Lille en 2018 était beaucoup plus élevé que ce qu'il n'est à Bordeaux. À Bordeaux, on était sur une dette financière de 54 millions. Je crois que Lille, en 2018, on était sur des chiffres beaucoup plus j'ai élevés. On était 250 au-delà en tête de. ou 260. Oui, oui. Alors sur la dette financière pure, je ne sais pas, mais on était à plus de 150 millions, c'est sûr, entre 100 et 200 millions, on va dire, hein. J'ai plus le chiffre en tête exact de la DNCG, mais on était dans ces eaux-là. Donc après, quand on descend en Ligue 2, et là on en revient à la question, et c'était vraiment un enjeu central pour Bordeaux, c'est qu'on a une baisse brutale de ses revenus. Là, autant on a vu tout à l'heure un peu le cercle vertueux à Lille, participation en Ligue des Champions, bonne vente de joueurs, etc., hein, mais la Ligue 2, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est la spirale infernale. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'avais calculé, je crois qu'Amiens, l'année où ils ont été relégués, donc c'était en 2000, à l'issue de la saison 2020, ils ont perdu, je crois, 40% de leurs revenus commerciaux d'un coup. Toulouse, évidemment un peu, c'était 27%, mais voilà, c'est en gros un club rétrogradé en Ligue 2. Alors cette année, avec CVC et tout, pour Bordeaux a pu compter sur quand même pas mal d'éléments un petit peu presque miraculeux, hein, avec des intéressements sur des joueurs, mais vous avez comme ça d'un seul coup les revenus commerciaux qui s'effondrent, et puis bah aussi les ventes de joueurs, elles sont moins bonnes quand vous êtes en Ligue 2, hein. Quand un club est relégué, forcément les joueurs se sont pas mis en valeur. Alors peut-être que le LOSC en 2018, s'il avait été relégué, il y avait quand même des joueurs qui avaient une valeur, qui auraient pu être vendus, Pépé, etc. Alors Pépé aurait pas été vendu 80 millions en 2018, mais il y aurait peut-être eu voilà, cet amortisseur-là quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui étaient arrivés au club, les Brésiliens, etc., qui auraient peut-être pu être vendus pour, on va dire, amortir. Mais après, la difficulté, une fois que vous êtes en Ligue 2, c'est de remonter en Ligue 1. Et ça, c'est l'autre grosse problématique. On sait qu'il y a des clubs qui ont mis plusieurs années, hein. Le voisin lensois a mis 2014, ils sont descendus en 2015 et ils sont remontés en 2020, 5 ans, avec pourtant quand même aussi des moyens, hein, mais c'est très compliqué. Et donc, effectivement, pour le LOSC, ça aurait été un peu le scénario. Ce qui se passe un peu à Bordeaux donne peut-être sans doute une idée de ce à côté, de ce à quoi a échappé le LOSC en 2018 pour très peu de points et un très beau but de Bissouma. Voilà, donc on se souviendra de ce but de Bissouma et finalement on aura cette frayeur rétroactive qui va se dissiper avec finalement les ambitions pour cette année. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie financière ou est-ce qu'on peut basculer peut-être sur un deuxième sujet dans ce bilan? Juste un petit mot sur Oui. on parlait du modèle tout à l'heure, Christophe parlait du modèle trading. Et c'est vrai sur là, un peu le mercato, l'évolution, notamment le recrutement. Alors moi, je suis ça vraiment de façon très extérieure, hein. J'ai pas du tout d'infos privilégiées au LOSC. Mais c'est vrai que ça donne un peu le sentiment de revenir un peu aux années Sédou, quoi. Avec peut-être un peu plus de moyens, parce que Sédou n'aurait pas acheté des joueurs, n'achetait pas des joueurs au-delà de 10 millions. Le Mais ils record, vendaient je crois pas que non ça plus avait plus de été. 15. Non, mais ils vendaient bien déjà. En plus, finalement, ce qui se passe avec comment dire, Onana, ça ressemble un peu à ce qu'il y a eu avec Adama Traoré, avec je l'ai Origi. dit tout à l'heure, Origi. Je vais pas parler de Thauvin parce que On peut n'ouvrons pas pas, de nouvelles. j'ai pas N'ouvrons eu très pas Je ne vois pas de qui tu très parles. bonne Je ne connais pas cicatrice. cette personne. Mais j'ai pas eu parce que très bien, c'est voilà, que je me vois Onana, les postes, en fait. ça sent un peu l'opportunité, pas nécessairement la vote programmée, mais quand on vous propose 35 enfin 40 millions avec les bonus inclus, donc je crois que c'est 36, Hmm. 36, c'est ça, on parle de 36 36 millions. plus 4. 36 plus Ouais, 4, d'après les derniers chiffres qu'on a on va vus. dire 36 parce que les Hmm. bonus, on ne connaît pas les clauses, donc c'est Hmm. difficile de dire Ouais. que le LOSC les touchera au final. Mais au moins 36 millions pour un joueur, bon, il y a pas, y a pas posé. C'est assez logique, quoi. Mais même dans le recrutement, on a l'impression que le recrutement revient un peu plus sur le championnat français. On va moins chercher des joueurs improbables, alors qu'étaient des belles trouvailles, hein.
parfois de Campos, mais on reste sur. C'est vrai que ça rappelle beaucoup ce qui était en place, à l'époque de Sédou. Et ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est toutes les signatures qu'il y a eu aussi là cet été de prolongation de jeunes Tout à qui fait. sont en post-formation et sur lesquels qui seront peut-être demain des joueurs importants pour le LOSC sportivement et peut-être aussi à terme financièrement. De toute façon, on reste sur un modèle où les ventes de joueurs resteront Le poumon. oui, Alors, important. Non, mais peut-être pas le poumon, mais en tout cas importante, puisque tant qu'on joue pas, enfin tant que le LOSC ne joue pas la Ligue des Champions régulièrement tous les ans, les revenus, si on va avoir une équipe, si le LOSC va avoir une équipe compétitive, il faut financer quoi, hein, l'effectif, il faut financer le recrutement, et effectivement, il n'y a pas 130 000 façons de financer ça. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et sur le moyen terme. Donc les ventes de joueurs, elles sont toujours nécessaires. Mais le projet, en tout cas, enfin, l'intérêt qui a l'air d'être porté sur la formation est intéressante. Alors, on n'en verra peut-être pas forcément les fruits comme ça à très, très court terme. Et puis on voit, et là je vais revenir sur l'exemple des Bordelais, on voit à quel point la formation est importante pour un club. Et pour Bordeaux, ça a été salvateur. Si Bordeaux est aujourd'hui autorisé à jouer en Ligue 2, c'est grâce à sa formation, il faut le dire. Tant sur le plan financier, parce qu'il y a eu comme des intéressements assez importants, 8 millions, enfin un peu moins de 8 millions sur Tchouaméni et puis 5 millions sur Koundé. Alors les 5 millions de Koundé, ils partent chez les, oui, chez les créanciers, hein, c'était prévu comme ça, les 8 millions de Tchouaméni pour le club. Mais bon, c'est quand même deux joueurs formés au club sur lesquels il y avait des intéressements. Et puis la vente de Sékou Mara, qui est pour 11 millions à Southampton, quoi, hein, c'est la meilleure vente. Et pour l'instant, a priori, même si Lopez, depuis le mois de juin, explique qu'il a des ventes faramineuses, des offres faramineuses sur pas mal de joueurs, la vraie offre concrète importante pour l'instant, elle est sur un joueur qui sort de la formation bordelaise. Et puis on voit que là, il y a déjà une petite ossature qui se met en place en Ligue 2 autour de joueurs formés au club. Donc sportivement, ça va être vraiment un support et on voit toute l'importance aujourd'hui à travers Bordeaux et de la formation. Et ça, c'est assez paradoxal que ça arrive aujourd'hui dans une équipe par Gérard Lopez, où on voit que la façon dont la formation a été gérée au LOSC sous sa présidence, c'est un petit peu le parent pauvre, quoi, hein. On est plus sur de la post-formation, mais post-post, hein, on va dire, avec des joueurs qui n'étaient pas forcément tout de suite, mais qui étaient potentiellement intégrables dans le groupe pro, qui sortaient, eux, de former en premier contrat pro, et puis après des très jeunes joueurs qu'on allait chercher en Croatie, au Portugal, etc. Mais au détriment des jeunes qui étaient en formation. Alors, il n'y a peut-être pas je suis pas forcément un très grand connaisseur du vivier lillois et des équipes de jeunes à Lille. Peut-être qu'il n'y avait pas forcément les profils à cette époque, mais c'est intéressant quand même de revenir comme ça un peu aux fondamentaux, quoi. Ouais, puis le problème avec un modèle de trading, c'est que ça parle quand même dans les clubs et que les jeunes, ils vont plus venir à Lille s'ils savent que arrivé en U16, U17, on fait venir tout le Portugal, c'est bon, ils vont plus venir à Lille. Tout à fait. Voilà. Il y a d'autres éléments différenciants. On a Sébastien qui nous dit on a surtout fait dans la période Lopez du trading avec une belle bande de voleurs. Je lui laisse la responsabilité de l'appellation, parce qu'à chaque transfert, il y avait que 20% de la somme qui arrivait sur les comptes du LOSC. C'est peut-être un petit peu excessif, mais ouais, c'est surtout des montages. C'est-à-dire que là, on va pas revenir encore sur. On en avait déjà parlé longuement l'année dernière de Osimhen, mais on voit que sur Osimhen, c'est pas tout le transfert qui part dans la poche de Lopez, quoi. C'est parce qu'il y a un intéressement pour Charleroi, il y a un intéressement pour c'est la somme aussi et c'est aussi ce qui permet de recruter les joueurs. Et il y a les transferts fantômes aussi, les 4 joueurs à 20 millions. Voilà, mais c'est tout ça qui fait. Mais après, l'argent lui-même, il n'est pas détourné. Il y a de l'argent qui est bien allé à Naples, principalement. En tout cas, qui est plutôt allé vers le LOSC de Naples. Et puis après, le reste, c'est des commissions, c'est des intéressements. Il faut voir qui a touché les commissions. C'est ça, les enquêtes sont en cours. C'est quand même pas le plus gros de la somme, hein. Voilà, donc je vous propose de passer sur la deuxième partie de ce bilan. Finalement, la gouvernance. Alors, on a eu un été un peu mouvementé. Alors, le départ de Jocelyn Gourvenec, le départ attendu
je ne vais pas dire espéré par tous les supporters, mais en tout cas attendu, parce que ce n'était pas une surprise. On a mis un certain temps à trouver le nouvel entraîneur. Et on a, je pense, c'est mon opinion en tout cas, je vous laisserai échanger là-dessus. On a eu un été qui a été marqué finalement par une remise en place du LOSC, de la direction du LOSC par Merlin, notamment par Alexandro Benarba. Je reviens sur une rumeur comme quoi il aurait commandé un audit sur le fonctionnement interne du LOSC et qu'il aurait dû remettre des choses en place. Et puis surtout, on voit arriver comme entraîneur Paulo Fonseca, qui est l'ancien entraîneur du Shakhtar, mais aussi de la Roma, et qui connaissait au préalable Alexandro Barnaba, qui vraisemblablement aurait été convaincu par Barnaba pour venir exercer au club. Comment vous analysez cette situation? Alors, je vais peut-être me tourner d'abord vers Christophe. Comment tu analyses ça? Tu penses que c'est anecdotique ou c'est un élément important dans la vie du club? Non, c'est pas anecdotique. Alors déjà, il y a un aspect communication parce que je trouve que la communication du LOSC, elle est souvent pas bonne et cet été, elle a été particulièrement mauvaise. Quand on a communiqué sur l'arrivée de Fonseca, Gourvenec n'était pas encore officiellement dehors, quoi. C'est quand même énorme, quoi. J'imagine la place de Gourvenec, bon, on devait le savoir, lui. Il devait peut-être même pu être là, mais c'est un non-respect complet. Enfin, je trouve ça nul. Mais vraiment vrai. Je leur ai dit sur le réseau, ils m'ont pas répondu, mais je leur ai dit quand même. Non, franchement, il y a eu quand tu parles de reprise en main, oui, il semble. Alors déjà l'année passée, il y avait eu la reprise en main du centre de formation, on en avait parlé, où tout avait changé. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont revenus sur le secteur pro et après reprise en main, mais avec des adjoints qui sont restés. Enfin, pas l'adjoint, l'entraîneur du gardien qui a changé. Enfin, il est venu avec une partie. Lui, il a eu le choix, Fonseca, de venir avec une partie de son staff, et pas comme Gourvenec qui a dû venir avec rien. On lui a dit, voilà, tu te démerdes. Et donc lui, il y a quand même un peu plus de chance. Mais non, oui, on sent qu'il y a un grand changement. Et alors, on sent aussi que par rapport à Gourvenec, je vois mal l'étang venir dire à Fonseca, faut peut-être plutôt jouer en 4-4-2. Je pense que là, il y a vraiment un entraîneur qui a les mains sur l'équipe et qui va pas plus se faire embêter par son président. Donc, en effet, il y a une restructuration qui a eu lieu et je ne sais pas comment ça se passe au niveau fin. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec mes amis qui connaissent mieux le LOSC que l'intérieur. Mais oui, je pense qu'en effet, il y a dû avoir une restructuration à l'intérieur. Et le grand bénéfice de la chose, c'est que j'ai l'impression que le secteur sportif a été isolé du reste. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un directeur sportif. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a un qui a été nommé. Mais, je ne pense pas, il y a toujours un autre catcheur. Ce sera peut-être une occasion d'avoir du sang frais dans les prochaines semaines. Baptiste, tu en penses quoi de ce coup d'État, mais en tout cas de ce revirement dans la gouvernance du club? Il fallait. De toute façon, il fallait, parce que c'est vrai que l'année dernière, comme l'a dit Christophe, on avait limite l'impression que l'entraîneur, c'était un duo Letang-Gourvenec. Pratiquement, on en a parlé des différents coups, les sorties d'Olivier Létang devant la presse. C'est vrai que cette année, déjà, j'ai du mal à voir Olivier Létang prendre la parole et dire oui, voilà, mon coach aujourd'hui, Yassé, c'est à cause de mes joueurs et de mon coach, etc. Nani, nana. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ça rassure aussi les supporters, parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait beaucoup tapé sur le fait que seul Jocelyn Gourvenec avait accepté un projet mis en place par Olivier Létang et que donc c'était le seul qui avait accepté. Et là, il y a un réel projet derrière, c'est Paulo Fonseca. Il y avait des offres du côté de l'Athletic Bilbao, si je ne dis pas de bêtises. Quand même un gros club espagnol, donc ça rassure. Il y avait des touches en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Aussi, ça c'était l'année passée. Je ne sais pas si on a eu cette année. En tout cas, j'ai peut-être l'info m'a échappé. Mais au moins, du coup, à l'Athletic Bilbao. Donc déjà, ça rassure. Et en plus, la reprise en main, j'ai envie de dire, du club par Alexandro Barnaba qui va laisser un peu moins de mots, entre guillemets, à la corde d'Olivier Létang. Ça peut être prometteur. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt sur une bonne voie. Yann, toi qui connais, en tout cas qui a une vision presque exploratrice de ce micro-monde des entreprises qui tournent autour du football, il y a eu une vraie attention de Barnaba sur la gestion du LOSC, d'après tes informations?
Bah, elle est évidente, hein. De toute façon, la connexion, Barnabas, c'est un très proche conseiller de Dan Friedkin, qui est le milliardaire américain qui est Qui est à propriétaire de Roma. la Roma. Donc la connexion, elle est toute évidente, hein. D'ailleurs, enfin, c'est assez drôle, parce que les peu de fois où Barnabas s'exprimait dans des médias sur le LOSC, c'était des médias romanistas, c'est-à-dire de supporters de l'AS Roma. Donc, c'est c'est comme si, effectivement, le président de l'AS Roma, enfin, un des copropriétaires, enfin, Barnabas, son rôle est assez flou par rapport, parce que c'est pas lui qui dirige le fonds, enfin, c'est un associé du fonds Merlin, mais c'est comme si demain, un dirigeant de l'AS Roma s'exprimait en exclusivité sur le bistrot d'Allez le LOSC, par exemple. Il, il est le bienvenu, hein. J'imagine, S'il nous j'imagine. écoute, il peut venir quand il veut. Voilà, donc c'était une On a même un communication pilier qui pourra traduire. un peu bizarre. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu ce qui est un peu bizarre. Il n'y a pas beaucoup de clubs, pour revenir à ce que disait Christophe sur la communication un peu étrange, il n'y a quand même pas beaucoup de clubs en France et en Europe où les dirigeants au-dessus du président, l'actionnaire, et quasiment ne parle pas. Je crois que Martin Peterman, donc le patron du fonds Merlin, a sorti un peu de son silence. Il a été interviewé pour la première fois par, je crois que c'est Joël Dominguetti qui a réussi à avoir, de l'équipe, qui a réussi à avoir quelques mots de sa part quand il a fait un dossier sur justement le fait qu'Eliott était toujours impliqué Dans le dans financement le LOSC, ouais, des dettes. dans les dettes, et puis un peu aussi, je crois que l'idée, c'était quand même de dire qu'en gros, Eliott tenait un peu le club quand même en sous-main, hein. C'était un peu le langue Oui, c'est ça. Merlin n'était pas prête-non, mais en tout voilà. cas, était pas En gros, était en Merlin première ligne, quoi. mais bon, c'est un peu le genre de fonctionnement qu'on je vais venir aussi à Bordeaux, Hmm. qu'on découvre aussi avec King Street et à l'époque GACP, et puis maintenant Lopez. C'est-à-dire, en gros, vous avez un fonds qui prête de l'argent, et puis un fonds qui intervient un peu comme opérateur, en quelque sorte, global, comme opérateur sur le plan vraiment opérationnel. Il y a le financier et l'opérationnel qui se destinent, et c'est deux fonds qui fonctionnent ensemble. Et c'est clair que Merlin, quand on regarde les entreprises, c'est pas un fonds, on parlait de 500 millions d'actifs, je crois qu'on en avait déjà discuté, hein, la précédente venue, et alors c'est pas mal pour un fonds, mais c'est pas non plus affolant. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui un fonds comme Merlin a vocation et a la surface pour diriger durablement un club, ce qui signifie aussi, là ça va bien, il y a des bénéfices, mais imaginons que dans 1 an ou 2 ans, il y ait de nouveau des pertes, est-ce que c'est eux qui mettront au bout, qui Qui devront y faire face. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? etc., s'ils ont les moyens de le faire. Voilà. Moi, ma thèse, ça reste toujours la même, hein. Ça reste que l'idée que Merlin est là pour un peu restructurer, rendre la mariée un peu belle, et puis éventuellement revendre le club à moyen terme, quoi, hein. Je pense que c'est ce qui s'est passé, euh, comment dire, Elliott vient de réussir avec succès Avec le et Milan une très AC. belle plus-value avec le Milan AC. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré le club pour 300 millions, je crois qu'ils l'ont vendu pour plus d'1 milliard. Enfin, c'est énorme. Mais là, on parle d'un très gros Européen, d'une grosse ville. Alors, Milan n'est pas une capitale, hein, mais c'est une grosse place financière. Enfin, c'est quand même une ville qui a un certain prestige. Je ne dis pas ça, hein. Moi, j'aime beaucoup Lille, hein, je suis lillois, etc. Mais voilà, c'est pas la même, on n'est pas dans la même dimension. Mais par contre, le LOSC peut devenir attractif parce que effectivement, on se rend compte toujours que derrière le PSG, il y a toujours cette deuxième place pour la Ligue des Champions qui, en tout cas, tant qu'on reste un peu dans ce schéma-là, peut être rémunératrice et c'est ouvert, quoi, hein. C'est-à-dire pouvoir Elle reste en 4-5 théorie clubs abordable par rapport à un club voilà, comme le LOSC. et aussi bien sportivement que financièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir, ce sera intéressant de voir Newcastle, par exemple, ce que Newcastle va faire cette saison en Première Ligue, avec là, les fonds saoudiens, mais on va se rendre compte que ça va être un petit peu, voilà, il y a déjà il y a déjà des gros mastodontes qui sont en place pour bouleverser la hiérarchie en Angleterre. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il n'y a qu'aujourd'hui, finalement, la Ligue 1 où quelqu'un peut s'installer comme ça un peu durablement derrière le PSG, et puis l'Allemagne. Mais l'Allemagne, on a un système qui fait qu'on peut pas, voilà, on peut pas racheter des clubs comme ça. Juridiquement, les clubs appartiennent toujours à leurs supporters. Baptiste, je te propose de commencer le dernier tour de table sur ce bilan de cette intersaison avec un petit point mercato. Est-ce que tu peux nous résumer
ce mercato lillois, à la fois en nombre de joueurs et en montant dépensés et reçus, en sachant que ce que disait Patrice dans les commentaires, la particularité par rapport à la saison dernière, c'est que cette saison, les joueurs ont bien été choisis par l'entraîneur, par Paulo Fonseca. Donc le mercato a pris un peu de retard. Donc il a démarré un peu plus tard que, par exemple, chez nos amis lensois qui ont démarré dès le mois de juillet. Mais en tout cas, les choix sont mûris et résultent d'un vrai projet sportif, contrairement à ce qui a pu se passer avec Gourvenec l'année dernière. Baptiste, je te laisse la parole. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par les départs. Donc, bien sûr, il y a le départ en fin de contrat de Cheka, Jérémy Pied, Burak Yılmaz, pièce maîtresse du LOSC, que je n'ai pas compté les départs libres de Yves Dabila, la retraite de notre ami Orestis Karnesis qu'on a parlé tout à l'heure dans le transfert des 20 millions avec Osimhen. Mais sinon, au niveau des vrais départs qui ont rapporté de l'argent du côté du LOSC, on a donc Botman qui part à Newcastle pour 37 millions, 15 millions d'euros encaissés par le LOSC pour le transfert de Renato Sanchez à Paris. Onana, 36 millions, ça a été officialisé aujourd'hui. Bradaric qui part en Italie pour 5 millions d'euros. Et pareil pour Selic, lui pour 7 millions d'euros du côté de l'AS Roma. Donc, ce qui nous fait 100 millions d'euros injectés dans le club avec le départ de Gourvenec que je n'ai pas dit. Du côté des arrivées, donc on a Diakité qui vient de Bordeaux, un défenseur polyvalent pour 3 millions d'euros. Alexandro. De Toulouse, t'as dit Bordeaux. De Toulouse, oui, pardon. On a tellement parlé de Bordeaux depuis tout à l'heure que c'est normal que tu sois bloqué là-dessus. C'est pas grave ce qu'il vient de faire. Ouais. Et donc, du coup, pour continuer, Alexandro pour 2 millions d'euros des deux Portugaises, on a recruté 4 joueurs libres. Zedatka de Clermont, Ismaili du Shakhtar Donetsk, Jonas Martin, anciennement Rennes, et Cabella, anciennement Montpellier. Donc 4 joueurs libres, ce qui fait qu'on dépense 0 euros au niveau du mercato. Et ensuite, les primes, hein. Avec les primes. Quand même. Qu'on connaît pas malheureusement. Pas. Et avec du coup Mohamed Bayo pour 14 millions d'euros, ce qui nous fait 19 millions, soit un gain de 71. Non. 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, exactement. J'ai eu du mal, j'ai mis 71 sur Non, mais 71 avec les primes. Henri Krasuki sort de ce corps. Hein. C'est ça. Et pour finir, je vais finir. Une blague de vieux. Ouais, je n'avais pas compris, désolé. Mais pour finir, plus sérieusement, sur le côté de recrutement, comme tu as dit tout à l'heure, François, Paulo Fonseca a choisi ses joueurs. Je vais prendre le cas de Ludovic Ajor, par exemple, qui devait rejoindre le LOSC, que c'était vraiment, je vais pas dire, ça allait signer, mais pratiquement, et finalement, lui a préféré recruter Mohamed Bayo pour avoir un profil, je ne vais pas dire plus défensif, mais un profil de joueur qui revient. Donc, ça montre quand même que Paulo Fonseca a choisi ses joueurs. Et après, au niveau des rumeurs de transfert, donc il y a Yazice qui n'est pas encore, voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Olivier Létang s'est exprimé sur ce sujet et a dit voilà, il ne sait pas encore ce qui allait se passer. Isaac Liadji a refusé aujourd'hui l'offre du Lokomotiv Moscou. Et puis, il y a toujours la dernière offre pour 15 millions d'euros sur Ludovic Blas, le Nantais. Est-ce qu'il sera le prochain meneur de jeu tant espéré par Paulo Fonseca? Ça devrait déceler dès cette semaine. Voilà. Et si je peux rajouter, on aura certainement aussi un ou deux renforts pour remplacer justement numériquement Amadou Onana au milieu de terrain purement défensif. Et Renato Sanchez. Et Renato Sanchez. Il manque peut-être encore une personne qui pourrait être la bonne surprise de ces dernières semaines. Comment tu vois ça, Christophe, ce mercato? Est-ce que tu le trouves équilibré? Est-ce que tu le trouves judicieux sur le plan sportif? Je ne parle pas sur le plan financier où effectivement on a l'air d'avoir bien vendu nos joueurs. Sur le plan sportif, on a clairement tourné une page. À part dans les cadres récents, on va dire, il y a Font et André qui sont encore là, et Bamba. Parce que Bamba, et David. David, c'est la grande surprise quand même. Parce que David, au Bistro d'Alelos, au mois de janvier, tout le monde disait David s'en va, c'est sûr, machin. Et j'étais dedans en disant c'est sûr, il va s'en aller. Et David reste. Et ce qui est plutôt une super nouvelle, parce qu'on a même dit que son agent il avait dit, je sais pas quoi, enfin bref, que David reste. Après, je sais pas s'il ne re-signe pas, le problème, c'est qu'il est libre l'année prochaine. Mais... Non, je pense pas, il y a encore 2 ans de contrat. Ok, ça va, donc tout va bien. Mais sportivement, c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est quand même un buteur. Et un buteur, ça n'a pas de prix. Quoi. Donc, il va faire la Coupe du Monde cette année.
Ouais, il fera la Coupe du Donc Monde, il mais bon, va, s'il fait une belle Coupe du Monde, c'est Ouais, et puis vrai. avec attends. son doublé, il peut prendre 40 millions d'euros à West Ham ou à Everton. Et en plus, il a fait en même temps que tout le monde, il fait le même déplacement que tout le monde, il n'est pas parti Et West Ham. c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles il est resté au LOSC cette saison, c'est justement pour ne pas rater la Coupe du Monde et pouvoir justement s'appuyer là-dessus pour rebondir professionnellement. Je suis pas Mais sûr qu'au après, Canada, il y ait une énorme concurrence non plus à son poste, hein, donc, Non, mais ouais. s'il n'était pas titulaire en Angleterre, ça serait peut-être Ouais. compliqué de le faire jouer titulaire au Canada. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'équipe nationale canadienne non plus. Mais non, mais ouais, vas-y, vas-y. je te laisse finir, Christophe. Non, mais je disais, bon, donc sportivement, on a tourné une page. Les entrées qu'on a faites, moi, enfin après, ils ont étudié tout ça, mais c'est un peu des paris parce que le gars qui jouait plus en Ukraine ou qui a joué très peu, bon, c'est pas un perdant de l'année non plus, donc j'espère qu'il est encore en pleine forme et que ça va aller, quoi. Mais après, c'était le joueur qui l'utilisait le plus, donc c'est que c'est un homme de confiance, donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Par rapport aux deux, je dirais, Martin et Cabella, ben, c'est des joueurs. C'est des profils atypiques quand même, hein. C'est quand même des joueurs qui marchent beaucoup au moral, j'ai l'impression, hein. Donc, en espérant qu'ils soient bien tenus, qu'ils ont le moral et que ça marche. Mais voilà. Et après, par rapport à un attaquant comme Bayo, ben, c'est un pari. C'est-à-dire que c'est le gars qui a réussi à Clermont et Clermont était content. Je pense qu'il était content de faire sa plus-value là-dessus, plus ce qu'il y a derrière comme la revente. Mais c'est quand même un pari. Et donc, c'est une somme de paris sur soit des jeunes, soit des gens qui sont un peu en deuxième ou troisième partie de carrière. Et ben, je trouve ça intéressant de voir ce que ça va donner avec cet entraîneur-là, parce que c'est quand même un entraîneur qui a l'air de savoir ce qu'il veut faire et où est-ce qu'il veut aller. Donc, s'il arrive à les emmener et à faire un groupe avec ça, ben, ça sera vraiment une très belle réussite. Et j'ajouterai à ça les deux jeunes. Alors, je vais pas m'en sortir, mais il y a un milieu de terrain que j'ai vu jouer quasiment tout le dernier match de préparation, la Carlos Baleba, Baleba. Allez, bas. Baleba, et qui est pas mal du tout. Quand tu parles de milieu défensif Hmm. restant, moi je pense que si tu as Martin, André et Baleba pour tourner, pour moi c'est assez dans un schéma en 4-3-3. Et puis après, le jeune Denis Yoro qui a signé en centrale, et je trouve ça vachement bien qu'on l'ait fait signer. Alors il est super jeune, hein, mais le peu qu'il ait joué, il montre qu'il a le niveau. Donc pourquoi pas le faire rentrer dans un turnover. Moi je trouve ça intéressant de faire jouer des jeunes comme ça et de les voir rentrer dans un turnover. Bien sûr, pas forcément rentrer tout de suite titulaire, mais il y a des choses intéressantes à faire. Par contre, c'est un amalgame à faire et quand ça sourit comme ça va. Mais j'espère que ça va bien prendre et que Fonseca, que je ne connaissais pas beaucoup, je vais bien vous le dire, nous montrera qu'il sait faire tenir la mayonnaise avec tous ces ensembles un peu disparates. Yann, ce mercato, alors, sur le plan sportif, qu'est-ce que tu en penses? Mais enfin, moi, il y a un élément que je voulais soumettre à ton analyse, c'est que cette année, sur les ventes, on a vraiment l'impression que le LOSC a pris son temps, a laissé monter les enchères. Ça veut dire que il n'était pas forcément autant aux abois qu'on aurait pu le craindre sur le plan financier. C'est-à-dire que Botman, ils ont pris le temps. Renato Sanchez, ils ont vraiment entamé des négociations avec Paris. Et c'est pareil, il y a eu 3-4 propositions nettement inférieures pour Onana. Ils ont attendu vraiment que ça monte pour le vendre au juste prix, comme on aurait dit sur TF1 il y a une vingtaine d'années. Comment tu l'analyses, ce mercato lillois? Bah, là, c'est ce qu'on disait déjà, ça raccroche à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci de trésorerie au LOSC, hein, donc à partir du moment où tu n'as pas besoin de rentrer comme ça énormément d'argent, enfin je veux dire entre ce qui a été gagné l'année dernière, plus là le CVC et tout, non, ça donne l'impression en tout cas côté vente, d'un mercato hyper maîtrisé en fait. Botman, on savait qu'il allait partir, il est parti. Sanchez, ça fait déjà un an qu'il aurait dû partir. Effectivement, après, il y a des supporters qui pensent que par rapport à la qualité du joueur, 15 millions, c'est pas beaucoup. Il n'avait pas beaucoup de contraste, comme un joueur qui est très souvent blessé, hein. Je crois qu'il a fait très peu de matchs de Ligue 1. Il a fait à peine la moitié des matchs de Ligue 1 la saison dernière. Voilà, c'était un gros salaire aussi, hein, au LOSC, hein, peut-être le plus gros salaire. Donc,
sportivement, effectivement, et alors c'est une perte quand il était opérationnel et dans un bon jour, ce qui n'était pas forcément le cas sur toute la saison. Après, financièrement, c'est pas une si mauvaise opération que ça. Alors, effectivement, le LOSC le revend moins cher qu'il ne l'a acheté. Bon, voilà, il a quand même rendu service. C'est pas non plus un fiasco, quoi. Hein, une déception à côté de. Et puis, c'est compensé par Botman. C'est largement compensé par Onana aussi, qui a été vendu très largement au-dessus de sa valeur d'acquisition. Donc, ouais, c'est ça. Ça donne le sentiment d'un mercato maîtrisé. Chelik, pareil, il aurait dû partir. Il pouvait partir déjà dès l'année dernière, il est parti. Bradaric, bon, j'ai l'impression qu'on l'a énormément retenu. Et donc voilà, sur les ventes, et on parlait David, c'est aussi important de voir qui reste. Et David, c'est là pour le coup, je pense que tant sportivement que financièrement, c'était intéressant de le regarder sportivement parce que je pense que c'est un joueur qui peut encore montrer, hein, qui sort d'une saison peut-être un petit peu en demi-teinte, mais qui a montré qu'il avait un potentiel. Et puis financièrement, ce transfert, il est quand même loin d'être amorti. Hein. C'est un joueur qui a été acheté 30 millions, sur lequel, voilà, on sait que les achats de joueurs, on ne règle pas. Donc le LOSC doit continuer encore à payer sans doute le transfert de ce joueur. Et s'il fait une bonne Coupe du Monde cette année, si il fait une bonne saison de Ligue 1, et là il semble plutôt bien parti, bon, c'est le premier match, hein, mais déjà je prépare la transition pour tout à l'heure. Et donc ça peut être une très très bonne vente d'ici la fin de la saison. De toute façon, il y avait rien à perdre. Si lui sportivement il est OK pour rester, il était OK pour rester une saison de plus. Et voilà, sur une année de Coupe du Monde, de pas trop prendre de risques, de pas. Peut-être qu'il n'avait pas non plus des offres ultra excitantes pour lui. Ça peut être gagnant-gagnant et pour le club et pour le joueur. Donc après, sur le recrutement, j'ai pas forcément, moi, d'avis. Il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'ai particulièrement suivi. Je connais très bien. Un peu Bayo, parce qu'il avait joué à Dunkerque. J'avais un peu suivi. Et comment dire, que j'avais vu aussi à Clermont. Il avait fait un bon début de saison l'année dernière avec Clermont. Bon, ce qu'on voit, c'est que le LOSC a quand même des moyens de recruter, est capable de poser des 14 et 15 millions. On n'est pas j'ai l'impression qu'on reste dans ces eaux-là. Hein. L'idée, et ce qui est intéressant dans le recrutement, c'est qu'on voit il est vraiment diversifié dans les postes, dans les âges, dans les gammes de prix. Donc, ça donne plutôt l'impression de quelque chose qui n'est pas improvisé, quoi. On n'est pas. Il y a des coups, je pense qu'Onana, c'était une opportunité, plus que quelque chose de vraiment planifié et programmé. Mais voilà, il peut y avoir comme ça des opportunités qui se présentent. Mais globalement, ça donne un sentiment de maîtrise, tant dans les ventes que dans les achats. On n'a pas l'impression qu'il y a un truc qui a été fait vraiment à l'arrache. Après, voilà, hein, c'est des négos, il y a de la concurrence. Il y a quelques dossiers encore en suspens. Mais là, en tout cas, ce qu'on a vu là sur le premier match est plutôt encourageant et prometteur, mais ce n'est qu'un premier match. Mais non, la surprise, pour moi, c'était plus effectivement le recrutement de Cabella, qui a fait un très bon match d'ailleurs cette première journée. Et c'est vrai que j'avais eu je me suis fait un peu chambrer parce que j'avais dit, quand j'avais vu qu'il avait signé, j'avais dit d'ici qu'on nous annonce le retour d'Antonetti, je serais pas étonné. Mais c'est vrai que ça faisait un peu, voilà, recrutement un peu old school, un peu à l'ancienne. Et c'est pas forcément inintéressant pour avoir après le joueur ce qu'il va donner sur la durée, mais voilà, c'est ce mélange en fait qui est assez intéressant, quoi, de profil, d'expérience, on est sur quelque chose de plus cohérent et qui ressemble moins vraiment à l'idée de recruter du jeune pour faire à terme de la plus-value. Alors, on a des commentaires sur les réseaux sociaux. Je te repasse la parole après Christophe. Puis après, on enchaîne sur le match Lille-Auxerre. Gildas qui nous dit la meilleure affaire du mercato, c'est le départ de Gourvenec. Et Sébastien qui nous dit il nous reste encore 3 semaines de mercato. Il ne faut pas que David se fasse trop remarquer d'ici là. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste un point, c'est que la somme des transferts qui a été faite, ça nous laisse l'opportunité de choisir si on garde Yadici ou bien pas. Et je trouve ça intéressant parce que Yadici a été beaucoup d'autres supporters n'aiment pas Yadici ni rien. Si on a une équipe qui joue haut, c'est un super joueur.
sur une équipe de transition, sur une équipe qui va jouer le contre ou sur une équipe qui veut jouer très rapidement, non. Mais sur une équipe qui joue haut, qui veut jouer au ballon, Yazici, c'est une très belle opportunité. Donc, ça nous laisse l'opportunité de choisir si on veut garder Yazici ou bien pas. Et ça, je trouve ça intéressant. Et puis lui, c'est pareil, hein, c'est un peu la même réflexion là que pour David, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été acheté quand même 17 millions, hein, peut-être un peu plus, enfin je sais pas où en sont les bonus, etc. Mais c'est un joueur qui a coûté cher quand même au LOSC. Et peut-être qu'aujourd'hui le vendre actuellement, c'est un peu le brader, quoi, hein, alors que le réintégrer dans l'équipe en espérant qu'il fasse une bonne saison, c'est un international aussi. Ça peut valoir le coup. Là aussi, ça peut être du gagnant-gagnant, quoi. Et c'est un très bon joueur de ballon. C'est un très bon joueur de ballon. La moins-value était déjà intégrée dans l'option d'achat du prêt à Oui. Moscou. Hein. Il y avait l'option d'achat à 10 ou 12 millions. Je n'ai plus exactement le montant en tête. Non, je pense que là, il y avait vraiment une volonté et tout, mais peut-être qu'à la réflexion, il y a quelque chose encore à sauver. On a le choix maintenant, je crois. Parce que Moscou n'a pas levé l'option d'achat, donc c'est ça aussi qui était qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il trouvait ça trop cher déjà. Il voulait payer en roubles, mais, voilà. mais bon. C'est pas le bon moment en même temps. C'était compliqué. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Alors, vous êtes nombreux hein, sur les réseaux sociaux à nous regarder. Vous êtes certains à réagir, à nous poser des questions. N'hésitez pas, allez-y. On essaiera de prendre les instants les plus marquants de vos réactions. Je vous propose donc de passer sur cette deuxième partie d'émission. Alors, je pense qu'on a dans l'antichambre du bistrot un supporter auxerrois, Baptiste. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise? Normalement, il est là. Il est dans notre antichambre, donc s'il nous entend, c'est Simon, je crois. Tu peux venir, on va commencer à parler du match Lille-Auxerre. Donc Lille-Auxerre, donc Vous m'entendez, bonsoir? On t'entend, on ne te voit pas encore. Ah là, il est tard, je ne sais pas si je vais mettre la caméra là. Ah si. Hop. Voilà, ne sois pas timide. Voilà, c'est parfait. Tu aurais eu tort de nous priver de ton visage et de ton sourire. Ouais. Bonsoir, Simon. Tu peux te présenter rapidement? Ouais, donc Simon, supporter d'Auxerre depuis 99, saison 98-99, mon premier match à la Baie des Champs. Et donc, je vis à Troyes, donc ça me permet d'aller voir pas mal de matchs à domicile et de faire pas mal de déplacements l'année dernière, notamment en fin de saison, quand le président a offert les déplacements aux spectateurs. En fait, on a fait Caen, Le Havre et d'autres en fait où le trajet était offert par le président. Et donc pour 2 déplacements, je crois qu'on était 1000 au Havre et 1000 à Caen. Donc voilà, ça a créé quelque chose en tout cas. Alors attention, au bistrot des LOSC, c'est toujours dangereux de dire on vit à Troyes, hein, parce que nous, on interprète toujours mal ce genre de… Ah, Troyes dans l'Aube. Oui, on avait rectifié. Alors, Troyes dans l'Aube, c'est clérical, quoi. La première question, justement, ce sera pour toi, donc Simon. On a été, je ne vais pas dire surpris, mais en tout cas ravis de la présence du parkage auxerrois au stade Pierre-Mauroy. C'était le retour d'Auxerre en Ligue 1 depuis quelques années, presque 10 ans, je crois, non? 10 ans, oui. Et descente en 2012. Voilà. Et cette présence de supporters à l'extérieur, c'est pas quelque chose auquel on était habitué dans le temps, entre guillemets. C'est une vraie force maintenant de la JOCR? Habitué en règle générale ou habitué en règle générale. Non, sur le… Est-ce que les supporters auxerrois se déplacent souvent en nombre dans les stades de France? Mais du coup, moi, j'avais une autre question à ça. Est-ce que à Lille, l'année dernière, il y avait autant de supporters qui venaient remplir le parkage ou c'était beaucoup moins, en règle générale? Tu veux dire pour le match d'Auxerre en Coupe de la Ligue? Non, des supporters d'autres équipes. Comment ils remplissaient le parkage? Ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui remplissent énormément, d'autres qui remplissent un peu moins. Mais là, c'était par rapport à la vision. C'était très correct, plus que correct, pour un club comme Auxerre, qui est plutôt un club qui n'est pas réputé finalement pour des déplacements en masse de ses supporters. Ouais. Bah, comme j'ai dit un peu en préambule, c'est du fait de notre bonne dernière saison là, en Ligue 2, il y a un nouvel élan qui s'est créé en fait au sein des supporters. Et donc moi, j'en faisais comme ça un petit peu pour rigoler. Et puis à partir de février-mars, quand on s'est rendu compte que finalement la montée n'était pas très loin, de fil en aiguille, on était de plus en plus à faire les déplacements.
Moi, j'ai les souvenirs d'avoir fait un déplacement. On était, je sais pas, une quinzaine à Niort et on finit au Havre en étant 900. Donc, c'est dans la lignée de la fin de saison dernière, on va dire. D'accord. Puis c'est vrai que le retour en Ligue 1, ça doit être un événement pour le club qui se prépare depuis le début de l'été. C'était très attendu. Honnêtement, moi, j'étais un peu déçu de voir qu'il n'y avait que 400 personnes. Parce que vu l'engouement que je vois à Auxerre, que je vois sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je m'attendais à mieux. Voilà. Après, je pense que la véritable fête, elle sera dimanche en recevant Angers, où on aura normalement un stade à guichet fermé et une belle fête. C'est les vacances, là, donc pas forcément. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Mm. Vous avez raison. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Auxerre, ça a toujours été un club sympathique. Je ne le dis pas parce que tu es là, parce que généralement, je ne me prive pas pour dire le contraire quand je le pense. Mais c'est vrai que Auxerre, c'est en tout cas l'image qu'on en a gardée. C'était à l'époque notre bête noire sur le plan sportif et ça a toujours été un club sympathique et qu'on a aimé voir arriver à Lille. Alors, Baptiste, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous faire une fiche technique de ce match rapidement? Quelques statistiques pour mériter ton surnom de Monsieur Big Data. Ouais, je vais tenter de bien le tenir. Alors, au niveau des statistiques, déjà, j'en ai relevé une, c'est que pendant les 10-15 premières minutes, Lille a eu plus de 85% de possession du ballon. Je n'ai pas la statistique exacte, mais ça tourne autour des 90, donc ce qui a quand même été fort pour le LOSC dans ce début de match. Au niveau ça fait mal d'entendre ça de nouveau. Ouais, surtout pour vous qui sont une équipe joueuse, une équipe qui avait C'est ça. ballon. Et d'ailleurs, j'en reviendrai dans 20 secondes. Mais du coup, au niveau des tirs, on a 16 tirs du côté du LOSC, 6 cadrés, 10 tirs du côté d'Auxerre, 2 cadrés. On a au niveau, on va prendre la possession, par exemple, 61% de possession pour Lille, 39% pour Auxerre. Après, voilà, il n'y a pas trop de statistiques vraiment flagrantes, si ce n'est quoi, au niveau de la possession, comme on l'a vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, je voulais féliciter déjà les Auxerrois pour s'être déplacés en masse. Et j'ai vu plein d'Auxerrois sur le parvis. C'était vraiment une superbe ambiance. On discutait avec deux, trois. C'était vraiment très sympathique. Et aussi, ouais, bravo à Auxerre qui, même voilà, en ayant encaissé un but, deux buts, ne va pas reculer comme feraient certaines équipes en Ligue 1, à limite accrocher le match nul, à continuer avec ses ambitions, à continuer avec son plan de jeu, à continuer avec son projet. Et ça forge le respect parce que, bon, à la fin, c'est vrai que le score est peut-être un peu sévère, mais ils n'ont rien lâché de A à Z et ça mérite d'être applaudi en tout cas. Simon, je t'ai pas posé la question. Tu étais au stade dimanche? Oh, on t'entend plus. Vous entendez là? Bah, ça va, Ouais. on t'entend. Je disais, j'avais mon billet, mais j'ai raté mon réveil et du coup, j'ai raté mon train. Voilà. D'accord, donc tu as regardé le match à la télévision. Ouais, Donc depuis la télé, ouais. comment tu l'as vécu ce match et notamment ce démarrage catastrophique des Auxerrois? J'ai raté le premier but. Au moment où il y a le coup d'envoi, je vais dans mon congélateur me chercher une glace, je reviens 1-0. Donc je me suis dit, ok, l'après-midi va être dur. On fait un salut à nos amis de la section Lincel qui ont raté les 2 premiers buts, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient partis chercher des glaces. De toute façon, moi, c'est ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que Lille allait attaquer fort parce que voilà, c'est une équipe de Ligue 1. Je pense qu'ils se sont dit dans le vestiaire que Auxerre allait peut-être douter, qu'il serait un peu pas vraiment en confiance. Enfin, quand on regarde le nombre de minutes de Ligue 1 dans l'effectif, dans le 11 auxerrois, il est ridicule. Donc, moi, je m'attendais à cette entame-là. Après, le fait que sur la première frappe, ça fasse but, voilà, je pense que dans les têtes, ça a un peu fait mal. Et puis que le deuxième arrive aussi vite, ouais, le match était bouclé, quoi. Alors, les commentaires finalement de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur d'Auxerre, sont assez marquants à la fin du match. Donc, outre le fait qu'il dit pour avoir joué longtemps en Ligue 1, quand tu as des valeurs individuelles comme tu as en face, quelque part, tu fermes ta gueule parce que l'équipe, elle est en dessous. Et il rajoute, en Ligue 1, il y a 2 championnats, un premier avec 7 à 8 équipes et puis un autre dans lequel on fait partie. Christophe, est-ce que tu partages cette vision de Jean-Marc Furlan? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un gros écart entre Lille
et Auxerre sur ce match-là, ou est-ce que c'est simplement, il y avait une équipe qui était un peu plus prête, qui a surpris l'autre, ou une équipe comme Auxerre qui était peut-être un peu plus faible ce jour-là qu'elle ne pourrait l'être d'habitude? Ouais, tu sais, depuis Bilcha à Lille, on sait très bien que le premier match, il fait pas la saison. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas. Je pense que Furlan, il a fait un commentaire facile, en fait. En gros, Furlan, c'est quand même l'amoureux du beau jeu. On sait qu'il aime bien. Enfin, c'est pas l'amoureux du style, hein, parce que sa casquette en plastique à l'envers sur la conférence de presse, elle est quand même mythique. Mais On a vu sa photo, enfin une image sur les écrans géants du stade pendant le match, après les 2 buts où il était complètement dépité avec sa casquette à l'envers. La photo était remarquable. non, voilà. Mais je pense qu'il s'est échappé des intervieweurs en disant ça, en disant, bah voilà, ils sont trop forts, on passe à autre chose. Je pense qu'ils ne pensent pas une seconde. Sur les matchs de préparation, on avait montré un peu ce jeu-là, c'est-à-dire qu'on se projetait beaucoup vers l'avant, sauf qu'on jouait presque jamais en première intention. Et là, le premier but, c'est quand même un but, c'est un but rêvé, parce que on est quand même sur une action qui se déroule, qui part de l'arrière, 4-5 passes à l'arrière, et dès qu'on arrive à l'avant, on joue une touche de balle. Et ça, je l'ai prôné depuis des années au bistrot d'Aïelos, mais absolument, quand on est devant, on ne doit pas toujours jouer comme ça, mais une fois de temps en temps, on doit jouer en première intention, sinon on déstabilise personne. Et cette action-là, elle est en une touche de balle, talonnette de David, et en plus, c'est André qui marque du pied. Ça n'arrive jamais, quoi. Donc, c'était vraiment assez extraordinaire. Je pense que Furlan, sa vraie réaction, c'est de se dire, OK, ils ont fait une entame énorme, on n'a pas su répondre, le match est foutu, on va faire la deuxième mi-temps, et puis il a essayé de jouer un peu mieux en deuxième mi-temps, puis à se rassurer là-dessus pour le prochain match. Mais non, je pense pas je pense qu'il doit se dire qu'il s'est fait un peu avoir son entame, qu'il aurait été dû être un peu plus vigilant et que ses défenseurs, ils ont été un peu naïfs sur les premières actions. Qu'est-ce que Dont tu... Janvier, d'ailleurs, qui joue à Lille, avant, il Tout est à passé fait. par Lille. Ouais. Yann, tu en penses quoi, Vian, de ce scénario de match qui s'est décompté très rapidement pour ensuite, en deuxième mi-temps, je ne vais pas dire égaliser un peu les niveaux, mais permettre à Auxerre de revenir un peu dans le match, hein. Bon, ça, c'est classique après, hein, comme schéma, surtout en début de saison, quand une équipe comme ça marque assez vite et puis mène assez largement au score. Voilà, même on peut même penser que le dernier but, enfin le but au Serrois, c'est voilà, c'est un petit relâchement. Non, je pense que bon voilà, le boulot a vite été fait. Alors moi j'ai pas vu le match, hein, je préfère le dire en entier. J'ai juste vu effectivement le best-of, hein, et c'est vrai que les buts sont tous très beaux avec des jolies combinaisons. Et je sais que Costil a été pas mal critiqué sur les premiers buts. Alors, il y a pas mal de Bordelais qui sont venus se déchaîner aussi. C'est la bête noire de pas mal des ultra Bordelais. Donc, pas mal de types sont venus le chambrer un petit peu. Bon, sur le premier but, n'étant pas forcément très bien, mais après, sur les autres, c'est plus compliqué. Sur le premier but, effectivement, ça passe pas très loin pour lui, mais non, parce que moi, ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air de jouer. J'ai vu aussi qu'il y avait quand même pas mal de monde au stade, hein, pour cette reprise. 39 J'ai pas 000 et des forcément brouettes. d'éléments de comparaison, mais ça doit être pour une première journée, ça doit être dans les belles fréquentations. Après, c'est vrai que si on voit tout ce que j'ai vu, j'ai l'impression que le style de jeu était quand même un peu plus agréable que ce qu'on avait vu la saison dernière. Donc voilà, après, effectivement, c'était Auxerre, c'était un promu. Alors des fois, les matchs contre les promus sont aussi des matchs pièges, hein, quand vous avez comme ça des équipes qui sont rodées. Je vois que Clermont, l'année dernière, était particulièrement dur à jouer en début de saison, un peu moins par la suite. Mais là, voilà, il faudra voir un peu ce que ça donne contre effectivement d'autres équipes et les têtes d'affiche pour situer peut-être un peu plus le niveau du LOSC, savoir si le LOSC aujourd'hui a de nouveau le niveau pour se battre, on va dire, pour les places européennes, voire la Ligue des Champions, ou voilà, si on reste, si c'est plutôt encore un peu ventre mou, 8, 9e place, quoi. Donc ça sera intéressant. Là, de toute façon, vu le calendrier, je crois qu'on sera vite fixé, on aura vite une idée d'ici début septembre, hein. Alors, je rappelle le calendrier,
On se déplace à Nantes, on reçoit le Paris Saint-Germain, on se déplace à Ajaccio et on reçoit Nice, si je ne dis pas de bêtises. Baptiste, avant de finir ce tour de table avec Simon pour lui demander son avis sur son ressenti finalement sur le niveau d'Auxerre, est-ce que on a constaté en deuxième mi-temps un certain recul? Est-ce que c'était les joueurs qui, menant 3-0, ont reculé un peu, ou est-ce que ce n'est pas le système aussi de jeu qui est proposé par Fonseca, qui est peut-être assez prenant sur le plan physique, et aujourd'hui, à quelques semaines de la reprise, les joueurs ne sont pas forcément prêts pour tenir un match sur cette intensité. Comment tu analyses ça? Il y a forcément un peu des deux, hein. Déjà, la découverte de ce système de jeu face à une équipe d'Auxerre qui, lui aussi, avait envie d'avoir la maîtrise du ballon. Donc, ça n'a pas facilité la tâche aux Lillois. Forcément, je pense qu'il y a un certain relâchement à 3-0. On voit un relâchement de la part de tout le monde. Mais après, ça peut voilà, pas dire se faire ressentir, mais c'est pas vraiment normal. Mais bien sûr qu'à 3-0, bon, le match était presque plié, donc il fallait en fait faire bonne impression, entre guillemets. Et après, il y avait aussi de la fatigue. J'ai senti beaucoup de fatigue, par exemple, sur André Gomes. André Gomes qui était en milieu central, qui déjà à la 60e, à partir du retour de la mi-temps, montrait déjà des signes de fatigue. Après, c'était dans un poste qu'il découvrait, hein, un poste vraiment de milieu, je veux dire, box-to-box, presque en 6, parce qu'André est plutôt un MC qu'un MDC. Donc, dans un vrai rôle de 6, donc pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu de la fatigue. Mais c'est vrai que le 3-0 a amplifié peut-être ce sentiment. Et d'ailleurs, on a vu le relâchement parce qu'à la fin, on avait quand même des actions auxerroises sur ce match. Simon, ce match, tu l'as vu. Comment tu l'analyses du point de vue auxerrois? Tu es déçu par le résultat, j'imagine. Est-ce que tu es inquiet pour la suite, ou est-ce que tu te dis c'est tout, on était cuit comme ça et on se reprendra la prochaine fois? Il y a d'autres équipes qui sont peut-être plus à notre portée, comme semblait le dire Jean-Marc Furlan. Là, juste pour revenir sur l'interview et la sortie de Furlan, c'est un petit jeu qu'il a déjà fait l'année dernière. En fait, clairement, là, c'est une attaque à la direction en disant j'ai pas les joueurs qu'il me faut pour réussir à jouer le jeu que je fais normalement. Donc, voilà, lui, de source sûre, il aurait pu partir, il aurait dû partir cet été. Et c'est ses joueurs qui l'ont retenu en l'appelant, en lui disant non, reste. Enfin voilà. Lui, il voulait partir, il voulait pas rester. Parce que si vous voulez, là, sur les recrutements, lui n'a pas son mot à dire. C'est le directeur sportif et le nouveau coordinateur sportif qui s'occupe du recrutement. Et lui, en fait, a à peine son mot à dire. Donc, en fait, toutes les propositions que lui fait, elles sont refusées. D'accord. Donc, il y a en interne, c'est assez tendu. Et oui, en fait, clairement, moi, sa sortie, je la comprends comme ça. C'est vous avez fait des choix de recrutement que moi, je ne voulais pas. Regardez ce que ça amène, quoi. Là, en gros, on n'a pas les moyens de nos ambitions, on va plutôt jouer pour ça. le maintien plutôt que d'espérer quelque chose de sympathique. Ouais, c'est ça. Bah, lui, c'est pour ça qu'il voulait partir. Il disait, il l'a dit clairement, il a dit, ça sert à rien qu'on aille en Ligue 1 si je ne peux pas jouer le jeu que j'ai l'habitude de jouer. Il préfère jouer la montée en Ligue 2 que jouer le maintien en Ligue 1. D'accord. Donc, si on veut vous vendre Liadji pour 8 millions d'euros, ce n'est pas à lui qu'il faut s'adresser. C'est Isaac Liadji. C'est un de nos espoirs qu'on cherche à recaser. Là, c'est simple. On a fait 6 ou 7 recrues. C'est que des gratuits. Oh. Là, on n'a pas sorti 1 euro. Bon. En tout cas, c'est une philosophie. C'est pas durable et c'est pas jouable en Ligue 1 d'avoir ce type de recrutement là. Donc quelles sont les recrues marquantes justement à Auxerre, hein? La semaine dernière, on a signé Raveloson, qui était au Los Angeles Galaxy, qui jouait milieu de terrain, international malgache, passé par 3. C'était un des joueurs clés de Laurent Batles quand 3 est monté en Ligue 1. Il est parti l'été de la montée. Il y a Nuno da Costa qui a signé en fin de semaine, attaquant de Nottingham Forest, prêté à Caen, qui a fait une belle saison. Après, il y a Costil, il y a Janvier qui est passé par chez vous.
Il y a le petit Ruiz qui est passé par le Barça et le PSG. Donc lui, c'est plus un pari qu'autre chose. Et après, il y a Mchangama, un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Mais encore une fois, pour moi, c'est un recrutement haut de tableau Ligue 2 plutôt que Ligue 1. Donc, Est-ce que le club était prêt à monter en Ligue 1 cette année? Parce que ça s'est fait un peu à l'arrache, peut-être un peu, ça a même été un peu une surprise, quoi. Les trois quarts des noms que je viens de vous citer, c'était des noms que le club voulait gérer en cas de non-montée. C'est-à-dire que c'était des cibles si le club restait en Ligue 2. Et le club n'est pas attractif parce que financièrement, ils sont ric-rac. Ils sont sur beaucoup de joueurs, ils sont sur beaucoup de dossiers. Et finalement, les joueurs ne veulent pas venir. Il y a un exemple simple, c'est Ali Abdi, le très bon latéral tunisien de Caen. Il a une proposition de la JA pour jouer. Il aurait été titulaire. Il a préféré prolonger avec Caen. Donc, ça veut tout dire. Hein. Un mec qui veut prolonger en Ligue 2 mais qui refuse la proposition d'un club de Ligue 1, c'est que voilà, soit on ne met pas les moyens qu'il faut, ou soit après les joueurs ils parlent entre eux et je pense qu'ils disent bien que l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe entre la direction et l'entraîneur. Donc, et au niveau de la formation au CA, il ne sort plus personne ou il y a encore des joueurs qui… là, il y avait qui de la formation dans personne. Il y a des joueurs, mais si vous voulez, c'est des joueurs de rotation, quoi. Ça va être des joueurs qui vont faire des bouts de match, mais pas des titulaires en puissance. Il y a un joueur qui est rentré qui s'appelle Sinayoko, un ailier rapide, vif. Il a mis un petit peu vite fait le danger, mais c'est vraiment à la marge. Hein, les talents au Serrois, c'est plus ce que c'était. Et de toute façon, ça va avec la philosophie de Furlan qui ne fait jouer les joueurs que s'ils ont 30 ans. Environ, c'est ça. Il ne fait pas jouer les jeunes. Il y avait des matchs l'année dernière où on pouvait gagner 4-0 à la 60e minute. Il ne faisait pas tourner. Il a son 11, il ne change pas son 11. Il fait toujours les mêmes remplacements à la 75e. Toujours deux têtes, deux joueurs différents. Et voilà. Enfin, voilà, la question, est-ce que je suis inquiet pour la suite moi, je l'ai dit dans le Space AGIA qu'on organise. Je vous invite à aller voir si jamais vous êtes curieux. Lille et Auxerre, ils ne seront pas dans le même championnat cette année. Donc, la défaite, moi, je la prévoyais. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a une classe d'écart, voire deux, entre les deux équipes. On l'a vu techniquement et physiquement, c'est pas le même championnat, tout simplement. Et j'attends de voir dimanche comment ça va se passer face à un adversaire un peu plus à notre hauteur. Enfin, Angers, c'est un petit peu plus abordable, on va dire ça comme ça. Donc, je serais inquiet si on sort le même match terne, moyen et sans idée contre Angers. Voilà. D'accord. Donc, la clé de la saison, c'est plutôt contre Angers que le premier match à Lille. On va dire qu'il y a 5-6 équipes de notre niveau, je pense, en Ligue 1. Et ça sera contre ces équipes-là qu'il faudra à tout prix prendre des points parce que ça sera nos prétendants, en fait. Il est 21h47, on a pris un petit peu de retard, mais ça, c'est un classique au bistrot d'Alelos. Je crois que la montre n'a pas été inventée pour le bistrot d'Alelos. Donc, je vous propose de passer à la rubrique des tops et des flops. Alors, je vais commencer par Baptiste. Quels sont tes 3 tops dans l'équipe lilloise, tes flops, et quels sont les joueurs que tu as retenus dans l'équipe auxerroise? Alors, déjà, au niveau du top, je vais en citer qu'un, comme ça je vais en laisser à mes partenaires, mais je vais citer Rémi Cabella pour son beau match, parce qu'honnêtement, voilà, on était soucieux tous en l'ayant recruté en se disant bon, qu'est-ce qu'il fait là, nanana, c'est un Athènes Ben Arfa 2.0, et pourtant il fait un super match. Bon, alors Ben Arfa fait un super match quand il rentre à Brest, et après on connaît toutes les dégringoles qu'il y a eu, mais c'était plutôt un super match très convaincant. Il y a eu la condition physique aussi. Et ça, c'était important d'avoir la condition physique pour un joueur qui était libre, qui jouait à Montpellier, etc. Donc, super match. Au niveau de mon flop à Lille, ce sera Léo Jardim. Parce que, alors, le but qu'il prend, pour moi, en fait, c'est un plot. Ce gardien, c'est un plot. Et c'est. Alors, après, je sais que voilà, Lucas Chevalier, c'est un peu trop tôt pour le lancer. Mais pour moi, aujourd'hui, le Jardim, c'est un vrai plot. On le voit sur sa sortie, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Bon, après, je ne demande pas ce qu'il fasse une sortie kamikaze comme Anthony Lopez. Hein. Loin de là, si. mais… si. Il prend un rouge, non plus, voilà. Ouais, il prend un rouge et au moins, il n'y a pas de but. En plus, comme ça, il prend un rouge et on fait rentrer Chevalier. Donc, ça règle le problème de tout le monde. C'est vrai.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais du coup, ouais, c'est Jardim. Et du coup, mon top du côté de la Auxerre, bah, c'est Gauthier. Alors, je sais pas si ça veut dire un ou Ein, mais Hein. Donc, mais voilà, mais il a posé des difficultés à la défense lilloise. Donc, c'est vrai que c'est un bon joueur, en tout cas, Gauthier Hein. Voilà. Juste un petit bémol sur Chevalier et Jardim, hein. J'ai absolument rien contre Jardim. Et par contre, il doit avoir une certaine pression parce que je pense que le public ne le rattrape pas s'il fait beaucoup d'erreurs en début de championnat. Donc, il a intérêt à être vraiment très efficace sur ses premiers matchs. Christophe, ta sélection de flop et top 1. Ah bah là, je suis un peu emmerdé parce que je suis un peu comme Yann. Moi, j'ai vu 10-15 minutes du match et le résumé. C'est tout ce que j'ai vu. Donc, parce que j'avais une obligation, hein. Mais voilà. Mais non, je vais pas faire les tops et les flops parce que ça ne veut rien dire. Je vais quand même parler sur la préparation. Sur la préparation, j'ai trouvé David mais très très impliqué. Et alors, je veux qu'il a marqué 2 buts dans le match et que donc il a été encore une fois brillant. Et je trouve il a retrouvé son côté zen, c'est-à-dire le mec qui marque en marchant, quoi. Je le disais tout à l'heure, c'est hyper précieux, hein. Un joueur qui sait marquer des buts dans une équipe, ça paraît con, mais c'est rare. Donc, on a David et j'espère qu'il restera à ce niveau-là toute la saison. Parce que des matchs de préparation, en plus ces 2 buts-là, c'est énorme. Et ensuite, alors je vais vous mettre un gros plus à Bamba, qui a fait un centre quasiment en première intention pour le 4e but. Et pour lui, c'est beaucoup parce que d'habitude, il fait 4 crochets avant de lever la tête et regarder si éventuellement il y a quelqu'un au centre. Donc là, c'est bien, Bamba, il est en plein traitement, il va mieux. Et puis, le flop à Jardim, Jardim, il prend le même but que l'Espagnol Barcelone, hein. C'est le même but, hein. Il sort à la limite de la surface de réparation, il ferme les yeux tant que ça se passe, et forcément, il y a but derrière. Moi, franchement, Chevalier, quoi. Chevalier. Je sais bien que l'entraîneur des gardiens il est portugais et qu'ils veulent que voilà, mais non, Chevalier. C'est une saison où on démarre sans trop de prétention. Chevalier, c'est un super joueur. Il a fait une super saison à Valenciennes. C'est un gars du club. Je trouve ça con de ne pas le faire jouer. Yann, tu n'as pas vu le match, hein, je le rappelle, mais tu as vu les extraits, t'as un joueur à retenir dans cette sélection lilloise en dehors de Cabella et de David? Oh non, ça va être là, c'est difficile. Hmm. Allô? Oui, oui, on Vous t'entend. m'entendez? On t'entend. Ah d'accord, ouais, non, j'avais l'impression parce que j'avais un affichage là qui était. Non, c'est difficile là, c'est difficile de choisir un joueur là sur une compilation d'actions et de buts. J'ai pas vu. Non, mais après j'ai plus des curiosités. Je suis curieux de voir ce que va donner Angel Gomez par exemple cette année. Son repositionnement a l'air assez intéressant. On l'a évoqué tout à l'heure. Et voir si ce joueur il a une capacité vraiment de progression aujourd'hui en Ligue 1. On sait que c'était un beau potentiel. Il a fait quelques belles choses avec Boavista au Portugal. Pour l'instant, au LOSC n'a pas encore vu un peu tout ce potentiel-là, mais ça peut être intéressant. Simon, Mais je ne vais pas dire en top, hein. Oui, Voilà, c'est marquant en sachant que dans la presse, on disait d'ailleurs que Angel Gomez a été très bon, a fait une très bonne prestation, même si c'est un peu éteint en fin de match, et à un poste qui n'est pas forcément le sien, mais auquel il avait déjà joué, si je ne dis pas de bêtises, à Nice en fin de saison dernière. Il avait déjà dépanné en poste un peu plus défensif, donc ça peut être pourquoi pas un moyen pour lui d'empiler les titularisations durant la saison. Simon, est-ce que tu as à nous faire parvenir ta liste de top ou flop, que ce soit à Lille ou à Auxerre d'ailleurs? Quels sont les joueurs que tu voudrais mettre en avant en positif ou en négatif? On t'entend pas, Simon? Ah. Voilà, ça va. Je disais, j'ai beaucoup aimé Cabella. Je trouvais qu'il était toujours entre les lignes, compliqué à marquer. Il savait bien jouer dans l'espace, il trouvait des passes pour casser les lignes. Donc, pour moi, en première mi-temps, c'est le joueur clé. C'est par lui que passaient toutes les occasions ou situations de but. Donc, je pense que c'est une très bonne recrue pour vous. Ce qui va faire oublier Renato et Onana, ça, je ne sais pas, mais c'est un très bon joueur. Après, il faut voir sur la durée s'il peut tenir à ce rythme-là. Mais en tout cas, ouais, je suivrai bien votre équipe et notamment le quatuor, enfin les 3 de devant qui, je pense, peuvent faire mal à beaucoup d'équipes.
Bayo, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Un peu déçu de Bayo. Je trouve qu'il y a rien à dire sur Bamba et David, mais ouais, Bayo, il a pesé sur la défense, mais voilà, pour moi c'était le moins bon des trois de devant. Et puis en top côté Auxerrois, je vais être pareil sur Gauthier Hein. Et puis également Charbonnier qui a un match très courageux parce qu'il n'a pas beaucoup touché le ballon et finalement il a fait l'essuie-glace pendant tout le match. Et le moment où on a eu le plus de situations, c'est le moment où il est redescendu en 10, où il venait récupérer les ballons, où il est plus à son aise. Et en fait, voilà, on voit que quand il redescend, il nous manque ce buteur pour faire mal à l'adversaire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a pas mal de fois où il y a eu des centres dans la surface, et en fait, dans la surface, c'était Gauthier Hein face à vos deux défenseurs centraux, donc aucun danger. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur Serhou Guirassy en prêt, donc on va voir si ça va se concrétiser. Mais en tout cas, bravo à vous pour ce match. Vous avez fait une première mi-temps presque parfaite, même s'il y avait beaucoup de lacunes de notre côté, notamment sur le deuxième but où Quentin Bernard, je pense que s'il peut reculer jusqu'à notre but, il le ferait. Mais voilà, vous avez une équipe de talent et je pense que la moindre des choses, ça serait d'être dans le top 5. Je pense que si vous n'êtes pas top 5 cette année, ça serait un échec. Mais après, ça, c'est à vous de me le dire. Vous êtes en saison de transition, vous allez être plus patient que moi, mais quand je vois votre 11, pour moi, ça doit être européen à la fin de la saison. Pour l'instant, on a un discours officiel qui ressemble plus à celui de Giroud il y a 20 ans qu'à Le un maintien, discours, ouais. pas le maintien, mais en tout cas du jeu. Bon, voilà, la priorité, c'est du jeu et de prendre plaisir. Alors moi, je vais vous donner mon top et mon flop parce que pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas parlé de Zelatka, que j'ai trouvé qu'il a fait une entrée assez intéressante à son poste, en plus avec beaucoup d'espace pour justement jouer les contre-attaques. Donc ça lui a très bien servi. Si je peux juste me permettre sur Zelatka, si on l'a beaucoup vu contre Auxerre, c'est parce qu'on avait un ailier qui n'était pas un ailier du coup parce que c'était Mathias Autrette, qui rentrait toujours dans l'axe, et un latéral qui était Quentin Bernard, qui a une pointe de vitesse équivalente à ma grand-mère. Donc, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup d'espace sur son côté. Donc, il faudra juste voir contre un adversaire qui a un vrai latéral, pas comme nous, et un adversaire qui a un vrai ailier, qui percute et qui va vite. Parce que nous, c'était… Ouais, il avait des boulevards devant lui, effectivement. Mais en tout cas, il les a bien exploités. À Auxerre, moi, j'ai bien aimé Charbonnier. J'ai un peu moins aimé la coupe de cheveux de, comment il s'appelle, Pereira. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai aimé le retour sympathique. Parce qu'il est passé par Lens, c'est ça? Oh, pas seulement. Ça peut expliquer ses soucis Non, c'est capillaires. Autrey qui est passé par Lens. Pereira aussi, il me semble. Autrey. On vient d'acheter Pereira à Lens. Là. Oui, il a refusé de prolonger à Lens pour signer chez nous après un bon Euro moins de 20 ans là, avec l'équipe de France où il était titulaire. Mais il a fait un match catastrophique. Voilà, en tout cas, si tu peux lui conseiller un bon coiffeur à Auxerre, à mon avis, ça lui sera d'un grand secours. Et mon flop, je vais peut-être faire réagir. Mon flop, c'est Paulo Fonseca. C'est Paulo Fonseca parce que j'ai trouvé qu'en termes de coaching, on est retombé un peu dans des travers qu'on a connus. C'est-à-dire que c'est des coachings qui sont très tardifs. Alors, il y a peut-être ses raisons, il s'en expliquera peut-être, ou on verra si c'est une habitude. Mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. On avait des joueurs qui étaient un peu cuits au bout d'une heure de jeu. Je pense à Angel Gomez, notamment. On avait Carlos Baleba qui était là sur le banc de touche, qui était prêt à rentrer. Et c'était vraiment l'occasion, finalement, de remuscler un peu le milieu de terrain pour reprendre un peu le fil du jeu et peut-être éviter d'avoir pris ce but auxerrois en fin de match. Et voilà, donc peut-être qu'avec le recul, il aurait peut-être fallu un coaching un peu plus anticipé de notre nouvel entraîneur. Donc voilà, bon, ceci dit, par rapport à la volée de bois vert qu'avait reçu Gourvenec l'année dernière à la même époque, mon petit coup de gueule ne fera pas beaucoup de bruit, ne fera pas beaucoup de vent. Pour un entraîneur, il y a deux théories en début de saison. Soit tu fais jouer tes joueurs le plus longtemps possible parce que tu veux une armature et tu veux que les gens leur donnent du rythme. Ou soit tu fais tourner dès le départ en disant je vais à la vaïd, j'en fais tourner 4 par match. Là, je pense qu'on est plutôt parti sur 11 types.
Mais là, Ouais. sur le principe qu'il a une philosophie du 11 type, pourquoi pas, mais là, on voyait vraiment qu'il y avait une perte du fil de la partie, en fait. Et c'est vrai Ouais, que attendre à 85e, peut-être qu'à la 70e ou 75e, il a commencé à faire son changement en remplaçant notamment Thiago Diallo qui avait été blessé. Je crois que c'est pour ça qu'il a sorti un peu plus tôt. ouais, Mais c'est vrai qu'il y avait un ou deux joueurs qui paraissaient vraiment très cuits. Et on voyait qu'en milieu de terrain, on n'était plus là au pressing. Et peut-être qu'un peu de sang frais, ça aurait fait du bien à l'équipe. ouais, Mais non, bon, mais je ne dis pas. on ne voudra pas. Hein, j'ai pas de... je vais lui laisser une deuxième chance contre Nantes. Ouais. Alors justement, juste pour terminer cette émission, le prochain rendez-vous, c'est Nantes, vendredi soir, avec ou sans Blas, on verra, hein, selon les informations du Mercato. Comment vous attendez ce match? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que là, on va avoir un adversaire qui est normalement un peu plus rodé au joug de la Ligue 1 et qui a également déjà fait le Trophée des Champions, ça va être son troisième match officiel. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Est-ce que ça va être vraiment le premier test pour l'équipe de Lille? Baptiste? Le premier test, pour moi, il arrive dans 2 semaines, dans tous les cas, face à une équipe du PSG, même si, voilà, face au PSG, ça risque pas d'être facile, mais ce sera le plus gros test en tout cas. Face à Nantes, bien sûr que ce sera un autre test face à une équipe qui, ouais, a gagné la Coupe de France cette année, qui a joué le Trophée des Champions, qui est déjà, donc, qui a entamé déjà une préparation donc, avec ce trophée. Après, voilà, une équipe de Nantes sans Ludovic Blas et sans Randal Kolo Muani, c'est pas la même équipe. Donc c'est vrai qu'on n'affrontera pas Nantes de l'année dernière, on affrontera Nantes de cette année qui va être modifiée du coup par l'absence de Randal Kolo Muani qui avait été exceptionnel en tant que buteur l'année passée et Ludovic Blas, leur vrai meneur de jeu, et avoir aussi le niveau du défenseur palois qui était, on va le dire, presque à son prime l'année dernière, à voir comment ça va se démanteler autour de cette défense. Cette défense, d'ailleurs, si je peux me permettre, une défense à 5, comme l'a fait Lille un petit peu. Non, Lille était plutôt dans une défense à 3 avec Zedaka qui montait très haut. C'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que Alexandro, au fond, prenait très vite le couloir droit pour laisser Zedaka limite en ailier et mettre Mohamed Bayo et Jonathan David en pointe. Mais pour revenir sur Nantes, ouais, ça va être un gros test, mais pas le plus gros de la saison. Christophe, tu as un avis sur ce match de Nantes? Qu'est-ce que tu en attends? Bah déjà, à l'inverse de Baptiste, moi je dirais que en fait, le test, c'est Nantes. Parce que Nantes, c'est une équipe qui va jouer l'Europe et enfin, ça pourrait être Nantes. Après, je mettrai un bémol. Parce que c'est l'équipe qui va jouer l'Europe et qui est à peu près dans notre standing, on va dire. Parce que le PSG, dans la semaine prochaine, si le PSG joue en équipe avec les joueurs qu'ils ont là, on n'est pas enfin, c'est compliqué, quoi. Après, il y a un match, j'en ai perdu, mais ça va être compliqué. Et Nantes, le bémol, c'est un peu ce qu'a dit Baptiste, c'est les remous qu'il y a eu à l'intersaison, bah, comme d'hab à Nantes, hein. Et le fait que ils ont perdu le trophée des champions, ils ont fait nul pour démarrer. Je pense pas qu'ils soient dans une super dynamique. Et nous, Nantes nous réussit très bien depuis quelques années, hein. Donc j'espère que ça va continuer. Le test, ça serait que Nantes nous réussisse aussi bien que les années d'avant. C'est-à-dire qu'on arrive à faire un bon match là-bas et au mieux à le gagner, mais au moins pas perdre. Et surtout faire un bon match, rester dans cette volonté d'aller de l'avant et d'avoir le ballon et de jouer au ballon. Et ça, déjà, si on a ça, si on a un test comme ça, bon, on sera à peu près serein pour recevoir le PSG, en sachant que contrairement à Nantes, le PSG, c'est un match où on n'a rien à perdre. Yann, sans parler forcément spécifiquement de Nantes, hein, le premier match d'Auxerre contre un promu, quand est-ce qu'on va connaître le vrai niveau du LOSC? Il faut attendre Paris C'est ce que je ou... disais, mais je suis d'accord avec Christophe. Je pense que déjà le match de Nantes sera un bon curseur. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que Nantes est un club européen. Pour l'instant, on va dire sur le papier, joue un peu. Ça fait voilà. Hein, si on prend le classement de l'année dernière, c'est un peu la même catégorie que le LOSC. Je pense que le LOSC a plus de moyens et doit être normalement en principe devant. Mais ça sera un bon test. PSG, c'est le crash test, hein, on va dire plutôt, vu la qualité, de l'effectif, vu ce qu'ils ont montré à la fois dans les matchs de préparation et sur cette première journée, ça a l'air quand même très très fort avec Sans Kevin des- Mbappé en plus.
Voilà, là, et avec Neymar et Messi qui semblent déjà un peu en pré-Coupe du Monde. Et donc, ça sent la confrontation. Alors, si le LOSC s'en sort, mais je pense qu'il faut être très humble sur sur ce match, même si effectivement, par le passé, le LOSC a réussi à accrocher et battre le PSG, a même réussi à mettre quelques bonnes évolutions. Mais là, je pense que c'est plutôt un bon PSG qui ça a l'air plutôt d'être un bon cru cette année. Enfin, c'est le sentiment que ça donne. Après, on me dit que là, pour le LOSC, c'était Auxerre, un promu. Là, le PSG jouait quand même Clermont, qui a perdu aussi quand même quelques joueurs, dont deux qui sont venus à Lille. Voilà, puis pour paraphraser la phrase de Jean-Marc Furlan à la fin du match d'Auxerre, il y a en fait 3 championnats, hein. Il y a le championnat de bas de tableau, il y a les 7 ou 8 équipes qui jouent pour l'Europe, et il y a le championnat en solo du PSG qui devrait terminer. Alors le seul suspense, c'est ce qui va terminer avec 30 ou 40 points d'avance sur le deuxième. Mais en tout cas, sur un match, effectivement, tout peut arriver. Et ça, ce sera l'occasion d'en discuter à partir de la Mais ce semaine sera prochaine. intéressant sur le PSG. Il y a quand même le retrouvail aussi avec Galtier, alors qu'il avait déjà eu lieu avec Nice, mais on sait que Galtier connaît aussi le LOSC, connaît ses joueurs, et voilà, ça rajoute un peu de Voilà, complexité à tout ça. après, le groupe est remanié et je pense que l'environnement du LOSC ne laissera pas forcément gérer Galtier de la même façon comme il l'a fait quand il est venu à Nice, hein, parce que je pense que juste après son départ, il a bien profité de l'euphorie du titre et il connaissait parfaitement les défauts de l'équipe et il a mis le poignard dans la main des Niçois pour qu'ils nous le plantent dans le dos. Là, il connaît peut-être un peu moins l'équipe, le système de jeu a changé et ce sera beaucoup moins simple pour lui, même si par contre il a un effectif qui effectivement ne devrait pas poser de problème sur le long terme sur ce championnat de France. Voilà, nous avons évoqué l'actualité de cette semaine. Il est 22h et quelques minutes, 22h05. Écoutez, c'est temps de clôturer ce bistrot d'Aller le LOSC. Alors, je voulais d'abord remercier Yann pour sa venue. Tu sais que Yann, tu es bienvenu au bistrot quand tu veux. Merci, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Toujours. Ouais. J'espère que ton chat ne va pas trop t'embêter, parce que j'ai vu passer un animal devant la caméra pendant l'émission. Moi, chez moi, on entend mon chien généralement. Toi, on voit la queue du chat. Donc, c'est chacun son bestiaire. C'est positionné juste. Voilà, j'ai un muret qui est juste au-dessus. Elle était juste au-dessus de moi pendant tout. Elle a regardé aussi l'émission, visiblement. Bon, j'espère que ça lui a plu. Donc, merci Yann. Tu es le bienvenu quand tu le souhaites. On reste en contact. Merci à Simon. C'était un peu improvisé, mais on t'a reçu avec plaisir. À vous. Merci beaucoup. Écoute, on garde le contact et peut-être rendez-vous au match retour. On aura l'occasion d'échanger sur le match retour. Merci aux piliers du bistrot présents ce soir. Hein. Donc, merci à Baptiste de la page Breaking Dogs. Merci beaucoup à toi. Et merci à Christophe. Merci à toi et à Terre tous. Voilà. Je voulais remercier tous les internautes qui se sont connectés ce soir, qui nous ont regardés en direct et qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Je remercie par avance tous ceux qui se connecteront sur le replay sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, abonnez-vous. Ça vous permettra de recevoir toutes les informations liées à notre bistrot d'Aller le LOSC, à votre émission préférée sur le club. Nous avons, je ne l'ai pas dit, nous avons maintenant une chaîne TikTok. Alors, on s'est lancé là-dessus, donc on vous réservera des surprises sur cette chaîne TikTok et n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous souhaite une très bonne semaine. Le match arrive rapidement, c'est vendredi soir, donc contre Nantes, hein, le match Nantes-Lille donc à l'extérieur. Pardon? À la Beaujoire. J'ai eu un trou. Merci d'avoir relevé mon hésitation. Donc, rendez-vous donc vendredi pour le match. Et puis, rendez-vous donc mardi prochain pour la deuxième émission du Bistrot d'Aller le LOSC avec, j'espère, un peu plus de piliers de bistrot qui seront présents pour commenter l'actualité du club. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et bien sûr, allez le LOSC! Allez le LOSC! Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.